bienvenue dans cet épisode de podcast où on va parler d'un sujet un peu sensible, parce qu'on va parler argent, on va parler de salaire des profs. C'est aussi pour ça que j'ai mis un peu de temps à l'écrire. Le salaire, c'est un sujet sensible et l'idée, c'est vraiment dans cet épisode d'offrir un changement de point de vue de ce qui est traditionnel, c'est-à-dire quand on parle de salaire des profs, sûrement tu te viens avec cette idée que on est mal payé, qu'on est les profs les moins payés de l'OCDE, etc. Et donc, je vais pas parler de montant de salaire aujourd'hui. Au contraire, je vais t'offrir une nouvelle grille de lecture qui permet de comprendre pourquoi, en fait, la façon dont on râle sur notre salaire n'est pas la bonne façon pour changer notre salaire. Et aussi, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, d'accord? Et l'avantage de cette grille de lecture, c'est qu'elle est opérationnelle. Elle va nous donner des outils pour vraiment agir concrètement sur ce qui se passe plutôt que de perdre notre énergie à râler. L'idée de base, tiens-toi bien, je te la donne là maintenant, c'est que le problème de base, c'est qu'on parle de salaire des profs, alors que le salaire des profs n'est pas un salaire. Je m'explique. Un salaire, c'est quelque chose qui vient du privé, c'est-à-dire dans le privé, il y a un employeur qui paye des salariés pour faire un travail. Donc les salariés échangent leur temps contre de l'argent. Et ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que l'employeur dans le privé, il a intérêt à faire ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le salarié, quand il va travailler pour l'employeur, il va produire quelque chose que l'employeur va pouvoir vendre, soit directement, soit indirectement. Même si tu fais les fiches de paye des autres dans le privé, c'est grâce à toi que les autres peuvent travailler et donc que l'employeur peut vendre. Donc, tu donnes du temps à ton employeur. En échange, tu crées quelque chose qui a de la valeur monétaire que ton employeur va pouvoir vendre. Et du coup, ton employeur va gagner de l'argent et il t'en donne une partie en échange. Et c'est ce qu'on appelle le salaire. Donc, quelque part, le montant de ton salaire est plus ou moins corrélé, en tout cas dans l'idée, même si c'est pas toujours le cas, corrélé à la valeur que tu fais gagner à l'entreprise. En tout cas, à la valeur perçue que tu fais gagner à l'entreprise. Combien d'argent tu fais gagner à l'entreprise. C'est pour ça que souvent, les postes qui font gagner le plus d'argent le plus vite, les publicitaires, etc., sont mieux payés. Parce que la valeur perçue par l'employeur est évidente. Donc ça, il faut bien comprendre. L'employeur paye parce que ça va lui permettre de gagner de l'argent. Et il y en a qui vont me dire, je le sais, oui, mais c'est pas une bonne façon de voir l'employeur. L'employeur, il paye aussi pour que les gens pour qu'ils puissent payer, avoir une famille, etc. Oui, mais pas uniquement. C'est-à-dire que tous les employeurs qui emploient les gens parce que c'est important de faire de la croissance, de faire de l'emploi, d'aider les gens à sortir du chômage, etc. Sans se poser de la question de est-ce que l'argent que je sors là pour payer les salaires, les gens vont me permettre, le travail que font les gens, ça va me permettre de gagner de l'argent qui permet de payer les salaires. Ces gens-là, ils restent pas employeurs très longtemps. C'est pas une question idéologique, c'est une question de sélection, si tu veux. Les employeurs qui ne font pas attention à ce que les gens qu'ils emploient leur apportent au minimum l'argent qu'ils leur versent en salaire, ils mettent la clé sous la porte. D'accord ? Donc, dans le privé, il y a une sélection qui font que tous les employeurs, en tout cas ceux qui sont là depuis un moment, gagnent de l'argent, si tu veux, à payer les salaires. Ils gagnent de l'argent parce que c'est les salariés qui leur amènent de la valeur. Et enfin, qui mènent quelque chose qui a de la valeur. Cette valeur, elle va être monétaire. Du coup, ils vont pouvoir le vendre. Dans le public, ce n'est pas du tout la même chose. Toi, quand tu vas enseigner, tu ne crées pas de valeur marchande pour l'État. D'accord ? Ce qu'on crée, et c'est un des problèmes, et c'est ça qui fait la grosse différence, c'est ce qu'on crée n'a pas de valeur monétaire. On éduque. Alors, ça marche pour toute la fonction publique. On soigne, on protège, etc. On ne crée pas de valeur marchande. Comme on ne crée pas de valeur marchande, il n'y a pas de valeur perçue sur l'argent qu'on va faire gagner à l'État. D'accord, on voit bien, on ne fait pas gagner de l'argent à l'État, alors que les salariés font gagner de l'argent à leur employeur. Donc, ce qui décide du montant du salaire, c'est pas l'argent que tu vas faire gagner à l'État. Du coup, la question devient, qu'est-ce qui décide du montant de ton salaire ? Eh bien, ce qui décide du montant du salaire des profs, c'est une décision politique. D'accord ? C'est une question de choix collectif de société, de dire où est-ce qu'on met l'argent de l'impôt. L'impôt, c'est pas juste une dépense. On voit l'impôt comme étant, souvent, les politiques nous décrivent ça comme étant une dépense. Ah, c'est mauvais, il faut réduire les impôts parce que c'est une dépense. Mais c'est aussi un revenu, d'accord ? En économie, les dépenses des uns
sont les revenus des autres. Donc, tout ce que l'État dépense, c'est ce que une partie de ce que les agents de l'État gagnent. Donc, c'est un choix politique. Le niveau d'impôt, la façon, à l'endroit où on met les impôts, c'est un choix politique. Quand les politiques disent il n'y a pas d'argent, c'est faux. C'est qu'ils te disent, parmi tous les choix qu'on trouve envisageables, et on ne vous parle pas de ceux qui nous on n'envisage pas, on pense qu'il n'y a pas de choix. Mais ils restreignent le débat. Il y a de l'argent, il y en a, mais la question c'est combien d'argent on veut qu'il y ait dans les impôts et où est-ce qu'on veut qu'il soit affecté. Donc c'est une question de choix de société, donc c'est vraiment quelque chose de politique. Ce qui veut dire que comparer ton salaire comme si tu étais dans le privé avec les mêmes logiques de l'employeur doit payer pour ça, c'est pas normal que je sois payé ça vu ce que je suis payé, etc. Ça n'a pas de sens en fait. Parce que ton employeur n'est pas le privé. C'est pas du tout la même logique. Tu ne crées pas de valeur marchande. L'éducation n'a pas de valeur marchande. Si tu veux, je vais aller un tout petit peu plus loin. Ce que tu reçois, c'est pas un salaire et l'État n'est pas ton employeur. D'accord? Sur le papier, de façon administrative peut-être, mais dans les faits, quand on regarde vraiment ce qui se passe, c'est pas du tout ça. L'État n'est pas ton employeur parce que tu ne lui fais pas gagner d'argent et que c'est pas un salaire puisque ce salaire ne sert pas à ce que l'État gagne de l'argent. En fait, moi, c'est ça le changement que je vais te proposer. Moi, je vois ça autrement. L'État, c'est quelqu'un qui te délègue une partie de sa mission. L'État, il a pour mission, sa mission de service public, d'éduquer les jeunes pour qu'ils puissent s'épanouir, trouver leur place dans la société, etc. C'est ça la mission de l'État, d'aider, de prendre en charge les jeunes pour qu'ils puissent trouver leur place dans la société, avec toutes les variations que tu peux imaginer. Et donc, il te délègue une partie de cette mission. Tu ne crées pas de la valeur pour l'État, tu remplis la mission que l'État te donne. Et il te délègue une partie du budget de l'État pour que tu puisses remplir cette mission. Pour moi, le salaire des profs, c'est pas un salaire, c'est une petite partie du budget de l'État qu'il te délègue pour remplir ta mission. Tu dis, bah voilà, la mission c'est ça. Et on te délègue une partie. C'est toi qui es responsable du budget de l'État. Le budget de l'État, c'est entre autres le salaire des profs. Et donc le salaire qui te tombe, c'est une partie du budget de l'État. Et alors, la partie du budget de l'État qu'on te délègue, bah, c'est là où est le choix politique. D'accord? C'est l'État qui décide combien il veut déléguer sur la mission éducation, combien il veut mettre d'argent, etc. Toi, la seule chose que tu peux décider, c'est comment tu vas utiliser cette partie de l'État, enfin cette partie du budget de l'État qu'on te donne. D'accord? Et ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est pas comme dans le privé. D'ailleurs, on le voit bien, le salaire des profs dépend assez peu de ce que tu fais, en fait. Même si des fois ils essayent, mais ça reste très artificiel, très bizarre. Pourquoi? Parce que autant dans le privé, ça peut être facile. Ben voilà, est-ce que tu fais, est-ce que tu remplis les objectifs? On va regarder le chiffre d'affaires de l'entreprise. Est-ce que voilà? Autant dans le public, c'est plus compliqué. Ok, comment est-ce qu'on sait si une école fonctionne bien? Alors, ils essayent des fois avec des choses le résultat du brevet, résultat du bac, etc. On voit que ça marche pas très bien. Pourquoi? Parce que le but d'une entreprise, c'est facile. Faut gagner de l'argent. Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde l'argent qu'elle a gagné. Ok. Le but de l'école, c'est quoi? C'est d'éduquer les jeunes pour qu'ils soient épanouis et qu'ils trouvent leur place dans la société. Ok? Tu mesures comment ça? Bah ouais. En fait, c'est pas possible. Du coup, c'est compliqué. Et du coup, c'est une impasse. L'idée, c'est de dire, donc, l'idée, c'est de dire, c'est moi qui remplis cette mission. Et pour ça, on me donne de l'argent pour remplir ma mission. Donc là, si tu vois, dès que tu te dis, par exemple, je suis pas payé pour ça, je fais plus que ce pourquoi je suis payé, bah, ça va forcément du sens de façon de structurer. Parce que tu fais la mission, mais la question, c'est comment est-ce que tu penses que cette mission, elle peut être accomplie le mieux possible pour tes élèves. D'accord? Cette partie du budget de l'État qu'on appelle salaire, mais qui en fait c'est pas un salaire. Alors je pense qu'on parle de traitement d'ailleurs. En fait, c'est l'argent qui te sert à remplir ta mission de service public, même si dans le privé sous contrat. Si dans le privé hors contrat, bah c'est facile. Hein. Est-ce que l'école elle fonctionne ou pas? On regarde est-ce qu'on a des clients, combien d'argent on a fait. Si c'est dans le privé sous contrat ou le public, c'est plus compliqué. Donc, une fois que tu es là, tu vas me dire, du coup, si tu me dis, mon salaire, il sert à faire ma mission d'État, c'est facile, j'arrête d'aller en vacances, je paye des iPads à mes élèves et tu vois bien que ça marche pas. Oui, tu vois bien que ça marche pas. C'est pour ça qu'il faut pas le faire. D'accord? Rappelle-toi, et ce qui est hyper important, tes élèves ont besoin d'un prof reposé et bienveillant. Ils ont besoin d'une prof reposée et bienveillante. Et notamment, ça veut dire un prof qui est pas en frustration extrême par rapport à l'argent.
Si tu enlèves toutes tes dépenses de loisirs pour dépenser de l'argent pour tes élèves, ils vont pas avoir le prof que tes élèves vont pas avoir le prof qu'il ou elle mérite. D'accord? Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que cet argent te sert à faire ta mission de service public. Pour faire ta mission de service public en étant de qualité, pour offrir la qualité aux gens que tu dois servir, tu dois être reposé, bienveillant, pas frustré, etc. Et donc, c'est à toi de décider comment tu vas pouvoir dépenser ce budget que l'État te donne. Comment tu vas pouvoir le dépenser pour remplir ta mission. Mais en ayant bien en tête que tu es indispensable à cette mission. D'accord? Si tu n'es plus là, cette mission s'arrête. D'accord? Même si tu as un arrêt maladie, c'est plus l'État, c'est plus l'Éducation nationale qui te paye, mais la mission n'est pas faite. Donc, il faut que tu puisses dépenser cette façon, ce budget, pour que tu puisses offrir aux élèves le service public qu'ils méritent, c'est-à-dire un prof reposé et bienveillant. Et tu veux aller un peu plus loin, comme c'est partie du budget de l'État que l'État te confie, tu peux aussi le faire fructifier. D'accord? Tu peux peut-être aussi le placer, gagner de l'argent en plus avec cette partie pour pouvoir le mettre au service de ta mission au sens large. D'accord? Si par exemple, tu me dis, moi, pour faire ma mission, j'ai besoin d'aller au ski, d'aller au ski tous les ans ou d'avoir une retraite à 5 000 €, sinon je ne serai pas prof, c'est OK. Parce que sinon, tu ne serais pas prof. Donc, tu ne ferais pas ta mission de service public. Donc, tout ce qui, c'est chacun d'entre nous qui savons ce qui est indispensable pour nous à ce qu'on puisse remplir notre mission d'éducation en étant aligné avec nos valeurs. Donc, si tu veux te dire, j'ai envie de faire ça et pourquoi pas, je peux aussi le faire fructifier ce budget. C'est ça l'idée, se dire aussi, tu peux le dépenser pour ta mission au sens large et tu peux aussi l'agrandir, ce budget, en le traitant comme ce que c'est un budget. Ça veut dire aussi, pourquoi pas, augmenter tes compétences économiques grâce à l'éducation financière. D'accord? Moi, je suis en train de réfléchir justement à une formation là-dessus sur comment faire d'éducation financière pour les enseignants, pour que justement, ils puissent gérer cette petite partie de budget de l'État de façon efficace et optimale. Enfin, optimale suivant chacun. Bon, je suis en train d'y penser. Je fais une liste d'attente. Si tu veux t'inscrire, tu peux cliquer sur le lien que tu trouves en description ou tu peux taper profheureux.fr/argent dans ta barre URL. Et si jamais tu écoutes cette émission dans très longtemps, peut-être que tu tomberas directement sur la formation si jamais je finis par la sortir. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que gérer son salaire comme un budget, une fois que tu as compris que ton salaire, c'est une petite portion du budget de l'État, ça veut dire qu'il faut que tu te serves de ce budget pour investir là, ça ou de l'impact et d'arrêter de gaspiller ton énergie. Donc, investir dans des outils qui te font gagner du temps, des formations qui allègent ton quotidien, des systèmes. D'accord? Et aussi dans tout ce qui te permet, toi, de faire ton métier dans des bonnes qualités. Faire pas ton métier, ta mission. Et là, tu vas me dire, oui, Marie-Camille, mais là, tu m'expliques ce que c'est que mon salaire et tout, mais moi, ce que je veux, c'est qu'il augmente mon salaire. Mon problème, c'est qu'il est trop bas. Ok, on va en parler. Avant de parler de quoi faire pour gagner plus d'argent, on va parler de pourquoi ce qu'on fait ne marche pas. D'accord? Traditionnellement, quand on dit les profs sont mal payés, on pense à quoi? On pense à râler, faire la grève, faire des plaintes, des manifs, etc. Encore une fois, pour moi, et là, c'est assez personnel, d'accord, pour le coup, mais pour moi, la grève, elle est efficace quand tu es dans le monde privé. Puisque quand les employés se mettent en grève, du coup, il n'y a plus de création de valeur pour l'employeur. Qui c'est que ça pénalise? L'employeur. Et du coup, les salariés se servent de ce rapport de force, dans le sens, en fait, c'est eux qui produisent la valeur. Donc, s'ils s'arrêtent, ça met l'employeur dans la... Du coup, il fait quelque chose pour éviter la grève. Dans le public, il se passe pas ça. L'école ne produit pas de valeur monétaire directe. Donc, une grève dans le public, c'est quelque chose qui ne peut être que symbolique. D'accord? C'est pour être audible politiquement. Mais il n'y a pas de contrainte économique. Dans le privé, la grève a une contrainte économique. Dans le public, elle a un rôle symbolique. Donc, je dis pas qu'il faut pas faire grève. Mais je dis, ça suffit pas. Ça ne pourra jamais suffire. Le symbolique ne suffira pas. D'accord? Et donc là, je vais être pour le coup vraiment subversive. Et t'es pas obligé de me suivre. Hein, et t'es pas obligé. Si vraiment t'es pas d'accord avec moi, vas-y, lâche-toi dans les commentaires. Il y a pas de souci. Mais moi, je dis, si au lieu de faire grève, plutôt que de faire grève, ce qui coûte de l'argent et qui en fait a assez peu d'impact, si ça marchait vu le temps qu'on fait grève, je pense qu'on n'aurait pas les salaires qu'on a actuellement. Si en fait on arrêtait de compenser, c'est-à-dire l'idée c'est de dire le système tient aujourd'hui éducation, parce que chacun des agents est surinvesti, d'accord? Et ça, c'est invisible, puisqu'on le dit,
On le fait, mais c'est pas visible du point de vue du système, le fait que chacun soit surinvesti. Et comme ça se voit pas, ça permet aux gens qui décident de continuer à mettre le système en tension, puisque ça fonctionne. Donc ils essayent, on va mettre un peu en tension, ça fonctionne, du coup on va rajouter un peu de tension, ça fonctionne. Oui, il y a un peu de grève, mais on va mettre un peu plus en tension. Mais de la même façon qu'on a dit, le vrai pouvoir des gens, le vrai pouvoir, il est aux gens qui sont sur le terrain. C'est la même chose, c'est nous qui sommes sur le terrain, c'est nous enseignants dans les classes qui avons ce pouvoir. Si nous on dit, ok, vous voulez qu'on fasse ça, juste on va pas le faire, ça va se voir que le système ne fonctionne plus. Et les politiques seront obligés de revenir en arrière. Ils pourront plus mettre le système sous tension parce que en fait, leur but c'est d'aller jusqu'au moment où ça casse. Plus vite on leur montre que ça casse, moins ils pourront avancer loin. D'accord ? Pour qu'un système maltraitant fonctionne, il faut que tous les agents y participent. D'accord ? En tout cas, une grande majorité. Une fois qu'une une majorité des gens refusent de participer au système maltraitant, le système ne peut plus rien faire. Donc peut-être que ça va commencer par ça. D'accord ? D'arrêter d'avoir l'action politique qui va permettre de changer le système, c'est de se dire, si on arrêtait de compenser, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, d'accord ? Moi, je fais ce qui est bien pour mes élèves et ce que je suis capable de faire. Point barre. D'accord ? De toute façon, aujourd'hui, il y a tellement d'injonctions paradoxales, tellement trop de demandes et pas assez de ressources que c'est toi qui choisis ce que tu fais. Choisis. Et fais-le en assertivité, etc. D'accord ? Donc, on va fermer la parenthèse de Marie-Camille est subversive. Tu peux ne pas me suivre là-dessus, d'accord ? C'est vraiment très, très personnel. Un épisode un peu plus politique que d'habitude, mais bon, on parle d'argent public, donc forcément, c'est politique. Et donc, on va aller regarder maintenant. Ok, maintenant, Marie-Camille, tu m'as fait tes grandes idées. Concrètement, comment est-ce que je gagne plus d'argent ? Oui, on va y arriver. Alors, concrètement, on a dit, il y a 2 leviers. D'accord ? Il y a le premier gros levier, c'est, on a dit, le salaire des profs est une décision politique. Donc, si tu veux que le salaire des profs change, il faut avoir une action politique. La plus petite action, c'est réfléchir pour qui tu votes. D'accord ? Et tu regardes. Et puis, tu regardes ceux qui mettent l'éducation dans leurs priorités, non pas leurs priorités qu'ils disent, mais dans leurs priorités budgétaires. D'accord ? Mais tu peux aussi en parler de ça aux gens qui sont autour de toi pour influencer éventuellement le vote des gens qui sont autour de toi, en tout cas lancer les débats. Tu peux aussi soutenir des projets politiques clairs sur l'éducation. D'accord ? Mais si tu veux le choix, le montant du salaire des profs étant une décision politique, si tu veux changer cette décision, ton action ne peut être que politique. Donc forcément, c'est long, il y a un petit peu côté colibri, à toi de voir si tu veux te lancer ou pas, à toi de savoir où est-ce que tu places tes actions militantes, mais ou pas. J'aime pas trop ce mot militant parce qu'il y a un côté d'épuisement, mais ça peut être juste en parler à des gens autour de toi, ça peut être juste soutenir une action, ça peut être que ça peut être aussi simple que ça. Mais tu vois bien que ça va mettre du temps. Déjà parce que les élections se passent souvent et qu'il y a plein de forces qui sont un peu grosses. Donc il y a la deuxième solution qui est de dire, ok, mais moi ce que je veux, c'est de payer plus. Ok. Et donc là, on va aller regarder les actions individuelles que tu peux mettre pour être payé plus. Première chose à faire, c'est d'accepter qu'on va pas pouvoir changer le système, d'accord, entre 2 élections. Donc, tu gardes ton énergie pour l'engagement politique et t'arrêtes de gaspiller ton énergie en râlant, en expliquant à tout le monde que t'es mal payé, d'accord, et tu vas utiliser cette énergie plutôt pour faire vraiment changer les choses, y compris faire ce qu'il faut pour que y compris faire ce qu'il faut pour que l'argent qui rentre tous les mois soit plus élevé. Une fois que tu as repéré ça, l'idée, ça va être d'enlever la culpabilité. Tu vas voir que les leviers que je vais te proposer, peut-être ils vont un peu frotter. Ok. Décider de vouloir gagner plus d'argent, ce n'est pas être contre la mission de service public. Je t'explique. Si tu dis, non mais là je gagne pas assez, il faut absolument que je me reconvertisse, t'es pas dans ta mission de service public parce que de toute façon, une fois que tu disparais, une fois que t'es parti dans le privé, il y a plus personne dans le service public. Si tu te dis, ok, en fait, j'ai envie de continuer à faire cette mission parce que cette mission, elle me parle. Mais j'ai besoin d'avoir plus d'argent pour pouvoir la continuer. L'État et le service public est bénéficiaire. D'accord ? Donc, il faut arrêter avec cette opposition privé-public et justement voir comment on va pouvoir se servir de tous ces leviers qu'on a dans le privé pour nous aider à faire notre mission de service public qui nous tient à cœur. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, ce que tu peux faire, c'est diminuer ton temps de travail. Une bonne façon d'être payé plus, c'est d'engager ton taux horaire. Et une bonne façon d'augmenter ton taux horaire, c'est d'arrêter de travailler autant. D'accord ? Moi, je dis,
prof des écoles certifié, travailler entre 28 et 30 heures par semaine, c'est bien. C'est agrégé plutôt 25. En faisant ça, ton taux horaire va tout de suite augmenter et va être un peu plus soutenable. Tu vas dégager du temps et pourquoi pas. Ce qu'il faut aussi que tu comprennes, c'est qu'en tant qu'enseignant, tu as une expertise qui a de la valeur. Et tu peux gagner de l'argent avec cette valeur sur les endroits où c'est monétisé. Et tu peux tout à fait utiliser une partie de ton expertise dans un endroit où c'est pas monétisé, service public, et utiliser une partie de ton temps pour faire de ton expertise dans un endroit où c'est monétisé, service privé. Et tu vas pouvoir donc monétiser ton expertise dans le privé. Et ensuite, la dernière chose dont on a parlé, pourquoi pas, augmenter ses compétences financières pour voir comment faire fructifier cette petite partie du budget d'État qu'on te donne. Et tout ça, pour moi, c'est important, c'est de pas culpabiliser, de pas te dire je suis en train de trahir ma mission de service public. Non. C'est refuser de se sacrifier pour un système qui, en fait, même si tu t'épuises, il ne changera pas. Une fois que tu t'es épuisé pour le service public et que tu es en burn-out, t'as pas fait changer le système d'un iota, juste t'as disparu du système. Donc, c'est bien comprendre que tu peux utiliser des leviers du service privé pour pouvoir augmenter ta rémunération et donc te permettre de faire ta mission de service public dans de bonnes conditions. Je suis d'accord, on va me dire oui, mais la lutte individuelle, non, je suis pas en train de dire le salaire des profs, c'est un problème individuel. D'accord? Je dis, c'est un problème collectif. Si on veut une réponse collective au salaire des profs, il faut une action politique. En revanche, si tu as besoin ou envie, ou ne serait-ce que quoi, d'augmenter ton salaire, et la solution la plus rapide et la plus efficace, c'est de mettre ton énergie au bon endroit. Et donc, sur des actions qui vont utiliser des leviers, qui viennent du service privé, puisque c'est le service privé qui sait gagner de l'argent, puisque c'est son but, pour pouvoir augmenter tes revenus. C'est se battre avec les bonnes armes. D'accord? Et arrêter de râler sur notre salaire comme si râler, ça allait avoir une action. Plutôt de prendre des actions pour augmenter nos revenus et pourquoi pas dégager du temps et de l'énergie pour avoir une action politique.